Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 78e jour de course sur ce Vendée Globe. Je rappelle qu'il y a 4 ans, il n'y avait encore aucun concurrent qui était arrivé à ce moment-là de la course et désormais ils sont 11 à avoir terminé cette épreuve. On va revenir sur les arrivées de Benjamin Dutreux et de Clarisse Kremer qui ont été des arrivées très particulières, voilà, du côté de La Rochelle. Et puis on parlera de Boris Herrmann, Samantha Davis qui vivent des situations compliquées et du regroupement de la flotte, notamment du côté des bateaux à dérive droite, où on va avoir un finish qui va être assez exceptionnel pour savoir qui va remporter cette catégorie officieuse. Mais on espère que dans quelques temps, ça sera une vraie catégorie, celle des bateaux à dérive droite. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si ça les intéresse. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également, pour me soutenir, pas obligé de mettre de l'argent, vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications et sur les miniatures. Dès que vous voyez une vidéo sortir, n'hésitez pas à cliquer dessus, comme ça YouTube met cette vidéo plus en avant. Vous pouvez mettre également un pouce bleu. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Et du côté de ce Vendée Globe, eh bien, des conditions qui n'ont pas été simples depuis les dernières heures. Vous voyez la tempête qui est ici. Alors, je ne sais plus quel est son nom. C'est... Hop, là, je vais retrouver. Vous inquiétez pas, le nom de la tempête qui bloque un petit peu la situation pour le moment. Donc, alors déjà, le village est toujours fermé. C'est Hermonia, je crois, la tempête. De tête, donc qui bloque les concurrents et qui a été très compliqué à gérer à la fois pour Benjamin Dutreux et pour Clarisse Kremer. Alors on avait déjà parlé hier de Benjamin Dutreux, donc qui est arrivé à La Rochelle pendant la nuit, ça a été un long passage. Alors pourquoi La Rochelle? On a eu des informations supplémentaires, parce qu'en fait vous voyez devant La Rochelle, il y a des petites îles devant, qui protège du vent un maximum, ce qui permettait notamment potentiellement aux équipes techniques de rentrer à l'intérieur des bateaux avant d'arriver à La Rochelle. Donc c'est pour ça que ça a été fait, même si on voit que ça n'a pas été compliqué, que ça soit pour Benjamin Dutreux et pour Clarisse Kremer pour y arriver, après la ligne d'arrivée, mais c'était une solution. Vous voyez également que Benjamin Dutreux est arrivé dans la nuit, parce qu'il fallait que le port soit ouvert et il fallait que les conditions soient praticables du côté du port. Et donc Benjamin Dutreux est arrivé, il disait, c'est quand même marrant parce qu'il y a 4 ans, donc c'était l'arrivée avec la Covid. Alors même s'il faut savoir qu'au Sable d'Olonne, il y a 4 ans, on voyait plus vraiment que c'était la Covid parce que beaucoup de personnes avaient dérogé un petit peu à la règle et s'étaient précipitées sur la zone d'arrivée en bravant un petit peu les fameuses règles, les fameuses attestations et ce genre de choses. Je crois qu'on était toujours sur une période d'attestation à ce moment-là. Et il avait dit donc c'était assez particulier comme arrivée parce qu'il y avait quand même moins de monde que d'habitude. Et il disait, moi j'habite les Sables d'Olonne, c'est vraiment chez moi la Vendée, je suis vendéen. Et c'est vrai que là cette année, je peux encore pas arriver directement au chenal. Je suis encore obligé d'avoir un petit truc particulier. Mais c'était sympa son arrivée à La Rochelle, parce que je me disais, putain, ils vont arriver à La Rochelle, il va y avoir personne. Et il y avait quand même pas mal de public, alors que lui il est arrivé en 2 nuits, il a dû arriver je sais pas à minuit, un truc comme ça, Benjamin Dutreux, et il y avait quand même du public à La Rochelle, je me disais, donc ça donnait une ambiance très particulière. Et puis c'est peut-être un truc qu'on verra jamais, des arrivées où les mecs sont obligés de se protéger à La Rochelle, donc c'est vraiment un truc inédit dans l'histoire du Vendée Globe, et donc c'est assez marrant, voilà, cette situation à La Rochelle. Avec pas mal de public dans le port pour accueillir à la fois Benjamin Dutreux, donc hier soir, et puis Clarisse Kremer. Alors Clarisse Kremer, elle a montré des images de son passage de la ligne d'arrivée. C'est vrai que Kremer, déjà il y a 4 ans, elle arrive, c'est une tempête complète déjà, donc elle passe la ligne d'arrivée, il y avait déjà pas tant de monde que ça, parce que c'est vrai que les conditions étaient assez techniques sur la fin.
Et donc, elle passe voilà, la ligne d'arrivée. Elle a montré il y avait vraiment personne. Même, voilà, il n'y avait même pas un bateau qui a décidé. Surtout que faut savoir qu'il y a un bateau qui s'est échoué, notamment du côté des spectateurs du Vendée Globe, je crois, pour l'arrivée de Sam Goodchild. Heureusement, les membres à l'intérieur du bateau, alors il n'y avait qu'une personne à l'intérieur du bateau, de ce bateau de plaisance, sont sortis indemnes. Le bateau, un peu moins. Même s'il va être remorqué. Et du côté de Clarisse Kremer, elle a montré qu'il n'y avait vraiment personne. Tu vois juste les lumières au loin des Sables d'Olonne. Et donc après, elle a dit, bon, bah maintenant, il va falloir rejoindre La Rochelle. Je rappelle que pour rejoindre La Rochelle, si on regarde un petit peu Clarisse Kremer, pour rejoindre La Rochelle, compliqué. Voilà, hein. Parce que là, elle passe la ligne. Et vous voyez, donc là, c'était ce matin à 4h du mat. Donc déjà, normalement, elle devait arriver à 22h. Elle est arrivée qu'à 4h du mat. Et on voit qu'ensuite, il y a eu quand même encore pas mal de vent. Et surtout, vous voyez sa trace à Clarisse Kremer. Pourquoi elle a fait des zigzags comme ça? Parce que il y avait un problème de marée. Elle était trop tard en fait, donc elle pouvait pas rentrer dans le chenal du port de La Rochelle. Elle a pu rentrer que plus tard. Voilà, ça pouvait arriver qu'à Clarisse Kremer, ce genre de choses. Ça m'a fait marrer que ça lui arrive à elle, quoi. Parce que voilà, ça a été 4 ans compliqués, Clarisse Kremer. Et en plus, même la fin a été dure, ça a vraiment été au forceps jusqu'au bout du coup à la tête de Clarisse Kremer, mais voilà, qui était très émue forcément au passage de l'arrivée, parce que je pense que de la ligne d'arrivée, même si elle était toute seule, elle s'est remémorée les 4 années depuis son précédent Vendée Globe. Et ce qu'a dit notamment Tanguy Le Turquet, qui la connaît très bien, hein, vu que c'est son compagnon et qui lui a rendu hommage, parce qu'il disait que même lui, il n'y croyait pas. C'est pour vous dire quand même, quand la personne peut-être la plus proche de toi n'y croit pas, c'est que vraiment ça partait pas top. Parce que je rappelle, Clarisse Kremer, donc, elle se retrouve dans une situation il y a 4 ans. Elle a perdu son sponsor, elle a perdu... on l'a accusé de triche. Elle a dû se débrouiller avec une équipe qui est en Grande-Bretagne et qui n'avait jamais fait encore de Vendée Globe. Ça a été quand même 3 défis assez importants, parce que Clarisse Kremer, donc elle perd son sponsor, qu'aurait voulu en fait obtenir la wildcard en avance. Parce que l'organisation du Vendée Globe a dit, bah non, vous attendrez comme tout le monde, la wildcard ça sera à 3-4 mois du départ, et parce qu'on attend que tous les concurrents fassent le maximum de 1000. Si on donne une wildcard à ce moment-là, tous les concurrents vont se plaindre. Ce qui était normal, il y avait des règles du jeu. Déjà, quelques-uns se sont plaints des règles du jeu, mais qui étaient connues avant le départ du précédent Vendée Globe pour la qualif pour ce Vendée Globe 2024. On connaissait les modalités de qualification, et voilà, l'organisateur avait dit, bah non, la wildcard, elle s'était dit que ça allait être donné que en 2024, en 2025, enfin non, en 2024, au dernier moment. Bon bah voilà, il fallait attendre. Et Clarisse Kremer, elle perd son sponsor. Il y avait aussi un désaccord, on peut dire, entre les deux sur pas mal de choses sur les derniers temps, mais voilà, elle perd son sponsor. Bien joué en passant du côté de Banque Populaire, parce que Banque Populaire, à part avoir fait vitrine publicitaire pour les Jeux Olympiques, et encore, on n'a pas parlé trop du bateau, on a surtout parlé de la flamme olympique à ce moment-là, donc en plus au niveau publicitaire, ça n'a pas été exceptionnel. Je pense qu'ils ont perdu la possibilité de faire une grande pub avec Clarisse Kremer. Ils se sont fait en plus une mauvaise pub à ce moment-là, très clairement. Banque Populaire. Bon, ensuite, Clarisse Kremer, son bateau est vendu. Elle avait réussi à récupérer le bateau le plus performant de la génération précédente, mais son bateau est vendu. Il est vendu à Alex Thompson. Heureusement, elle s'est entendue avec Alex Thompson, qui lui a dit, Alex Thompson lui a dit, voilà, très clairement, moi j'ai pas de navigateur suffisamment bon en Grande-Bretagne pour faire naviguer ce bateau-là correctement, donc je te loue le bateau, mais il faut que tu trouves un sponsor. Elle trouve un sponsor, parce que, encore une fois, elle a fait HEC, elle sait se dépatouiller là-dessus, mais alors qu'elle est enceinte, voilà, donc pas forcément l'idéal pour gérer ce projet-là. Et puis ensuite, derrière, elle a eu quand même beaucoup de problèmes avec ce bateau, parce qu'ils ont récupéré certes un bateau performant, mais sans le mode d'emploi. Ils n'avaient pas les polaires, ils n'avaient rien. C'est-à-dire que Banque Populaire a vendu le bateau, mais sans donner aucune info. Alors que Banque Populaire avait récupéré les infos auprès de Apivia, à l'époque, auprès de Chardy Dalin. Donc, comme quoi, ils ont été dégueulasses jusqu'au bout, Banque Populaire, mais vraiment.
Et du côté donc de Alex Thompson, ils ont dû apprivoiser ce bateau avec une équipe qui n'était pas habituée forcément à gérer un Vendée Globe, surtout avec un autre skipper qu'Alex Thompson, donc c'était d'autres méthodes de travail. Tanguy Le Turquet l'a dit, hein, à des moments elle rentrait en pleurs tellement c'était dur. Il y avait en plus un peu la barrière de la langue. Quand même. Et puis ils ont eu plusieurs pépins techniques, notamment sur la CIC où il y a eu un problème, je crois, de cloison cassée. Donc il y a eu beaucoup de soucis techniques quand même parce que la préparation n'était pas optimale. Et au final, à part son problème à l'entrée de l'océan Indien, à l'entrée de l'océan Pacifique, pardon, à Clarisse Kremer, qui lui coûte très cher. Sinon, elle n'a pas eu de gros problèmes sur ce Vendée. Elle a fait un Vendée vraiment très bon. Voilà, elle est ralentie pendant 3 jours, elle est complètement à l'arrêt à cause de ce problème de boot. C'est pour ça qu'elle avait autant la rage. Mais autant il y a 4 ans, on était content parce qu'elle avait fait un Vendée Globe, mais en même temps on se disait elle n'avait pas pris beaucoup de risques et elle avait un peu suivi les autres concurrents. C'était ça qu'on pouvait lui reprocher. Là, cette année, elle a fait sa course, elle a été au taquet. Elle s'est bagarrée jusqu'au bout, elle a été dans le vent fort, elle aurait pu dire comme Samantha Davis et ça aurait pu être complètement compréhensible, je freine. Non, elle y est allée quand même. Elle a gagné en maturité, tout simplement, Clarisse Kremer. Alors encore une fois, elle a dit qu'elle voulait pas repartir, enfin c'est ce qu'elle disait notamment pendant la course, qu'elle voulait pas forcément repartir pendant 4 ans. Bon, ça dépend. Après l'arrivée, des fois, on change. Voilà, on change d'avis du côté de Clarisse Kremer. Mais ouais, quand tu vois Tanguy Le Turquet et les propos qu'a Tanguy Le Turquet, tu vois que les 4 dernières années ont vraiment été compliquées pour Clarisse Kremer. Donc bravo à Clarisse Kremer, qui a battu en plus son temps d'il y a 4 ans. Hein, le bat, alors certes c'était pas le même bateau, mais elle avait un bon bateau à l'époque et elle a quand même réussi à battre ce chrono de quasiment 10 jours. Donc bravo également de ce côté-là. Bon, derrière, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre parce qu'il y a du vent. Vous voyez les conditions en ce moment. Ça, c'est, je dirais presque les conditions en direct. Pour le moment, du côté de la situation à 15h, voilà, vous voyez le vent va revenir. Le vent en ce moment pour Boris Herrmann, il est dans le pire. Voilà, c'est vraiment en termes de vent, c'est très très compliqué pour le moment. Donc là, il va falloir réussir à sortir de cette zone délicate. Pareil pour Samantha Davis. Je sais pas si... Alors, il y a la vidéo de Samantha Davis où on voit le bateau qui tape beaucoup. Il y a la vidéo de Clarisse Kremer aussi, quand elle passe la ligne, t'entends le bateau taper tout le temps, tellement la mer est démontée. Regardez la vidéo de Boris Herrmann. Elle me fait penser à la vidéo qu'on avait vue de Guirec Soudé dans l'océan Indien. Vous savez, quand il était à 6-7 mètres de mer, il n'y a que Tanguy Le Turquet et Louis Duc, au final, et Guirec Soudé qui avaient eu des conditions comme ça. Boris Herrmann, il n'a pas été dans des conditions aussi dures. C'est vraiment une tempête incroyable. Elle est impressionnante cette tempête. Hein. Quand on regarde la gueule, je trouve que même il y a assez peu de dégâts pour le moment, malgré les inondations en Bretagne. Parce que vous voyez la largeur de cette tempête, c'est impressionnant comment elle apporte du vent et la puissance du vent dans cette tempête. Et c'est vrai que là, ça va être compliqué. Je pense qu'ils ont encore 2 jours parce qu'ils ne peuvent pas avancer très vite vu l'état de la mer. Donc je pense qu'ils arriveront le 29. On peut se dire ça dans 48 heures, je pense. Parce que ça va peut-être un peu se calmer ensuite. Voilà, donc ils pourront peut-être avancer un peu plus. Mais il y a la tempête d'après qui va arriver aussi. Donc il y a les tempêtes qui s'enchaînent. Et là, ça va pas être évident pour eux. Donc non, bonne chance pour Boris Herrmann et Samantha Davis pour finir la course. Derrière, Romain Attanasio, je ne sais pas encore par quel miracle, mais c'est un petit peu comme du côté du Brésil, a trouvé un tout petit point de souris pour avancer tout à l'heure. Alors là, il est de nouveau arrêté dans de la molle, mais il a réussi à avancer, je ne sais pas par quel miracle tout à l'heure, mais à 11h, il n'était pas du tout arrêté, alors qu'il n'y avait pas de vent sur la carte. Bon, là, il va retrouver du vent, il va essayer de prendre ce vent-là pour le catapulter ici. Ça va être l'objectif. Et pour ensuite avancer un maximum, mais forcément, il va avoir du vent fort. Et derrière, eh bien, zone de transition, zone très compliquée pour les concurrents, avec un retour de l'arrière de Jeannot Lecam et Conrad Coleman qui reviennent de l'arrière. Voilà, Jeannot Lecam qui est le bateau le plus rapide sur les 24 dernières heures. Le deuxième bateau le plus rapide, c'est Conrad Coleman. Voilà. Sinon, tout le monde est à l'arrêt.
Tout le monde va, voilà, vous voyez, on est à 39 000 car. Alors, Tanguy le Turquet avance un peu plus vite que les autres, avec son décalage dans l'Est. On va voir si ça va être plus efficace que Benjamin Ferré. Donc, ce qui fait qu'il perd un peu moins par rapport à Jean-Luc Ham. Mais vous voyez, Jean-Luc Ham, hier, il y avait 200 000 de retard. Bon, bah, désormais, il est même devant, techniquement, en décalage. Mais en gros, si on regarde avec ma petite carte là, voilà, il est à même pas 200 000 quoi, hein, donc il a quand même pas mal réduit son écart. Alors là, ce que vous voyez aussi sur les concurrents qui repassent devant, il faut beaucoup se méfier du classement entre la 15e et donc la 22e place, un truc comme ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le classement se fait par rapport à la route idéale, en fait par rapport au but. Le but, c'est les Sables d'Olonne. Plus vous vous décalez vers l'Est, plus vous vous éloignez des Sables d'Olonne, plus vous vous décalez vers l'ouest, plus vous vous rapprochez des Sables d'Olonne. Donc ce qui fait qu'il y a des grosses modifications de classement. Voilà, la réalité, elle n'est pas totalement là, très clairement au niveau de ce classement. Donc il faut faire attention avec ce qu'on voit actuellement en ce moment. Alors que là, devant, c'est la tempête également par chez moi. Parce que le ciel est en train de changer. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai enregistré le cyclisme. J'étais pas obligé d'allumer la lumière dans tous les sens. Là, c'est pleine lumière, sinon je suis dans le noir. Bon, donc vous voyez, c'est un gros combat là, avec Alan Roura qui a perdu un hydrogénérateur, mais il a dit c'est normal parce qu'il l'a énormément utilisé et un peu au-delà de ce qui était préconisé par le constructeur, il disait. Donc voilà, le hydrogénérateur a cédé du côté d'Alan Roura. Voilà, sinon du côté des autres concurrents, bah, à part Tanguy le Turquet, regardez sa vidéo, hein, il parle de Clarisse Kremer avec un magnifique coucher de soleil aussi. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'infos voilà, dans ce groupe-là. De toute manière, ça fait depuis 2-3 jours, on a assez peu d'infos sur les concurrents. On passe Guirec, Soudé, lui il avance, donc ce qui fait que ça fait partie des bateaux rapides et c'est peut-être même le bateau le plus rapide sur les 4 dernières heures avec 57 000 de parcouru avec freelance.com, donc lui dans les alizés d'Atlantique Nord qui sont toujours assez soutenus, donc forcément ça amène pas mal de vent et ça veut dire que le bateau tape pas mal quand même. La météo, lui il va rester dans des alizés pendant 3-4 jours. Du côté de ce groupe là, on voit qu'il va y avoir du vent qui va arriver, mais qui va aider les concurrents de derrière. Donc un petit peu avancé, voilà, dans 24 heures, vous voyez qu'il y aura de nouveau du vent fort pour contourner. Je pense vraiment que Tanguy le Turquet a quelque chose d'intéressant à faire avec ce positionnement est. Mais on verra si entre les fichiers météo et la réalité tout s'applique correctement et Romain Attanasio lui devrait s'éloigner et donc conserver cette 14e place du côté du classement général. Par contre il ne devrait pas prendre ni la 13e ni la 12e place de Boris Herman et de Samantha Davis. L'écart est trop important, hein. Vous voyez il y a 1000 d'écart entre Boris Herman et Romain Attanasio. On regarde dernière la situation. Fin de poteau noir pour le groupe des 5 déçus à la sortie du Cap Horn, on va dire. Avec Kojiro Shiraishi qui va, je pense, bien réaccélérer là, donc peut-être s'échapper. Sébastien Marseille qui est là avec Violette d'Orange. Je sais pas si vous avez vu Kojiro Shiraishi qui avait la tenue de One Piece. Violette d'Orange, voilà, qui fait son deuxième poteau noir avec Louis Duc, qui perd un peu, hein, il est un peu collé dans le poteau noir contrairement à Violette et à Sébastien Marseille. Et puis Arnaud Boissière qui lui est parti complètement dans l'ouest, pardon, je dis tout à l'heure de l'est alors que c'est l'ouest, hein, à chaque fois je vous dis le positionnement de Tanguy le Turquet il est plus à l'ouest, pas à l'est. Je suis fatigué. Voilà, du côté de Arnaud Boissière, donc positionnement qui est un peu plus à l'ouest, qui a l'air de marcher. Donc on va voir si ça va tenir. Là, quand je vous parlais de Tanguy le Turquet, je vais revenir parce que j'ai dit une bêtise. Tanguy le Turquet, voilà, c'est plus à l'ouest, voilà son positionnement. Donc c'est comme ça que ça va peut-être marcher parce que le vent va arriver par l'ouest, voilà, et pas par l'est. Je suis resté dans l'hémisphère sud, hein, je ne suis pas passé dans l'hémisphère nord, voilà. Et du côté de Sébastien Marseille, il disait, cet Atlantique Sud, il est assez... il lui apprend beaucoup, en fait, il lui a appris beaucoup d'expérience en tant que marin, sur la stratégie, sur comment faire, sur la difficulté également de la course. Et puis il disait aussi sur comment bien monter un projet Vendée. Lui, il voit par exemple qu'avec Foussier, le projet était trop petit au niveau financier parce qu'il voit qu'il a eu beaucoup de casses. Quasiment en intégralité des casses qu'il a eu, c'est parce qu'il a dû utiliser du matériel d'occasion. Et il a dit s'il n'avait pas été obligé de réutiliser certaines pièces,
s'il avait pu prendre des pièces neuves, eh bien, il aurait eu beaucoup moins de problèmes en fait pendant sa course. Et ça a été le problème voilà, de Sébastien Marset. Il dit il le saura, qu'avoir plus d'argent, ça peut vraiment aider dans un Vendée Globe. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 millions, 3 millions en plus, mais rien que peut-être 200 000 euros, eh bien, ça aurait changé son Vendée Globe à Sébastien Marset. Et puis, on continue avec Antoine Cornic. Qui avance avec, voilà, pour l'instant il avance, il n'est pas hyper arrêté avec Eric Bellion, donc les deux se suivent, voilà, avec Antoine Cornic et Human Immobilier, et puis derrière, eh bien, les deux galériens, Oliver Air, des petits soucis techniques, notamment avec son lazy bag, ce qui fait qu'il va être obligé de monter au mât. Il est même monté au mât, hein, pour tout vous dire, parce qu'il a fait un short sur YouTube où il le montre bien, Oliver Air, il monte la vue. Et puis Jin Kunshu, là, qui récupère hein, de toutes les réparations qu'il a dû faire. Il y avait des cordages de partout aussi. Enfin voilà, faut qu'il range le bateau. Faut qu'il rende ses voiles aussi, qui sont lourdes. Alors que physiquement, il est quand même un petit peu en difficulté. Donc voilà, il y a du gros travail en ce moment pour Jin Kunshu. Et puis derrière, là aussi, on a un beau combat pour la 32e place de Manuel Cousin. Parce que comme vous le voyez, Manuel Cousin à l'arrêt, tout simplement parce qu'il tape dans la zone de molle. Alors que Dennis Van Winberg ne tape pas, comme Fabrice Amédéo qui essaye d'éviter cette zone de molle. Et vous voyez que Dennis Van Winberg, il va avoir des conditions météo plus favorables que ses petits copains qui, eux, vont être arrêtés. Donc il va revenir de l'arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver un gros match entre ces trois bateaux parce que Dennis Van Winberg, eh bien, il a 250 000 de retard sur Manuel Cousin. Donc il a déjà repris bien 50 000. Et un peu pareil, Fabrice Amédéo, Dennis Van Winberg, comme vous le voyez, eh bien, c'est très serré. Il y a 100 000 d'écart, hein, moins de 100 000. Donc il a encore repris un petit peu d'écart. Et là, s'il se débrouille bien, Dennis Van Winberg, eh ben, peut-être que dans une trentaine d'heures, il peut être face à Manuel Cousin. Donc ça va être intéressant. Surtout qu'eux, j'ai regardé un petit peu la météo dans les prochains jours. Ça va peut-être être la seule grosse zone de transition qu'ils vont avoir. Parce qu'après, ils ont pas mal de vent quand même sur la suite. Avec des alizés d'Atlantique Sud qui normalement ne devraient pas être trop dégueulasses. Donc ça devrait être pas mal pour eux. Ils devraient peut-être moins souffrir dans cette remontée d'Atlantique Sud que les concurrents de devant qui ont parfois eu des conditions très compliquées. Mais on suivra ça avec attention. Vu qu'on suivra leur course dans l'Atlantique Sud, c'est plutôt dans l'Atlantique Nord. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter vers le 90e jour ou 91e jour de course. Voilà, on va encore faire une douzaine de vidéos. Sur ce Vendée Globe, voilà. On passe désormais aux statistiques. Jean Le Cam, qui donc a parcouru le plus de 1000, 390 000, donc plus que Conrad Coleman. Par exemple, il y a une soixantaine de mille par rapport à Conrad Coleman. Et si on compare, Guérec Soudé est 3e du côté de ce classement, donc 3 bateaux à dérive droite, parce qu'il y a Paul Meillat, mais Paul Meillat... je sais même pas pourquoi il est encore dans ce classement. Paul Meillat, c'est peut-être qu'il est reparti des Sables d'Olonne avec son bateau, je ne sais pas. Samantha Davis, donc, qui est quand même 4e devant Alan Roura. Boris Herman, donc derrière. Tanguy Le Turquet, Antoine Cornic et Jin Kunshu. Si on regarde, Jean Le Cam a fait donc 230 km de plus, voilà, que Tanguy Le Turquet. Donc c'est pour ça qu'il revient de l'arrière, parce que 230 km, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis Dennis Van Winberg, il est à 11 000 km, un peu plus d'11 000 km de l'arrivée, désormais à 6 000 milles. Voilà, donc à peu près 2 transats en termes de différence par rapport à l'arrivée. Et puis pour les ETA, les prochaines arrivées estimées, Boris Herman, Samantha Davis entre le 29 et le 30 janvier au matin. Le passage du chenal, parce qu'ils passeront le chenal, hein, Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux, c'est pas avant mercredi, vraiment pas avant mercredi. Et donc peut-être que au final, Boris Herman, Samantha Davis, Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux vont tous passer le chenal en même temps. Romain Attanasio, 1er février, donc ça veut dire samedi prochain, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis encore un gros week-end, parce que dimanche, lundi, on doit avoir Benjamin Ferré jusqu'à Tanguy Le Turquet. Donc ce gros groupe-là doit arriver pendant le week-end. Guérec Soudé entre le 5 et le 6, donc ce qui doit nous faire un mercredi, là encore.
Ouais, le 5 c'est un mercredi. Et puis de Kojiro Shiraishi à Arnaud Boissière, eh bien ça sera également en week-end, parce que c'est entre le 7 et le 8 février. Entre le 12 et le 14 pour Antoine Cornic à Jinkunshu. Et puis ensuite on aura Manuel Cousin à Denise Van Winberg entre le 25 et le 28 février. Voilà. Donc tout ça va arriver un petit peu dans des paquets extrêmement proches dans cette affaire, voilà, de cette arrivée de Vendée Globe. Donc nous, je pense qu'on arrêtera, pour tout vous dire au niveau des dates. Donc soit au niveau du groupe de Tanguy Le Turquet, mais je pense que j'attendrai quand même le groupe de Violette d'Orange, voilà. Avec des dernières vidéos qui seront très courtes parce qu'on n'aura plus qu'une dizaine de bateaux sur la fin. Voilà. Mais je pense qu'une fois que le groupe... Maximum les vidéos le 8 février. Voilà. C'est le maximum. Et peut-être qu'on s'arrêtera même un petit peu avant le 8 février. Surtout qu'après il y aura les championnats du monde de biathlon, il y a encore du cyclisme. Il y a le tournoi destination. Voilà. Donc il faut que je récupère un petit peu aussi du retard que j'ai accumulé notamment du côté des vidéos cyclisme. Et il y aura une vidéo de débrief de ce Vendée Globe. Donc après l'arrivée du dernier concurrent, j'attendrai l'arrivée du dernier concurrent pour faire le débrief de ce Vendée Globe. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!